nous avons partagé depuis très longtemps une croyance selon laquelle le développement économique produit du bien-être, et que, à son tour, ce bien-être ou la réduction du mal-être que le développement économique produit est un facteur de stabilisation politique, de réduction des conflits et des tensions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le développement économique ne crée pas cette pacification politique qu'on est en droit d'en attendre? À mon avis, il y a trois raisons principales. La première, c'est les inégalités. La deuxième, c'est les identités. Et la troisième, c'est l'environnement. La question évidente, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Et je crois que si disons, le diagnostic grossier que je viens de faire est juste, eh bien, il faut s'attaquer aux inégalités, il faut prendre en compte ces phénomènes identitaires, il faut évidemment travailler sur l'environnement, et il faut, pour que tout ça tienne à peu près ensemble, probablement un peu davantage de gouvernance globale. Les inégalités, on connaît la solution, c'est soit de l'ordre d'une meilleure distribution des revenus primaires, soit de l'ordre d'une meilleure distribution des revenus secondaires. J'appelle le revenu primaire, en gros, ce qu'on gagne avec son travail. J'appelle le revenu secondaire, en gros, ce que l'on perçoit après phénomènes sociaux, redistribution des impôts, etc. Ça ne peut être qu'une affaire nationale parce que ça ne peut être qu'à l'endroit où le sentiment qu'on appartient à une communauté, dont la cohésion serait mise en danger par trop de différences sociales, se fait. Ce sentiment, il existe en général au niveau national, il n'existe évidemment pas au niveau mondial. Et nous voyons bien, nous Européens, qu'on a quand même un peu de mal à le faire exister au niveau continental. Les identités, il y a un grand débat philosophique dans le monde, depuis longtemps d'ailleurs, sur cette question. Est-ce que les frottements, les différences, les tensions entre identités, quelle est la solution? Est-ce que ça ressort de l'ordre d'une convergence des valeurs? Je ne crois pas, pour des raisons philosophiques, qu'un jour le monde devra partager les mêmes valeurs. Je pense que nous appartenons à des civilisations, à des modes de pensée différents, que ceci fait partie de l'identité et que l'identité n'est pas toujours agressive ou néfaste. Je pense au contraire que la direction à prendre est celle d'un dialogue, et j'ai souvent constaté dans des cas que j'ai passés dans le système international que quand les gens n'étaient pas d'accord, s'ils commençaient par comprendre pourquoi ils n'étaient pas d'accord, ou pourquoi ils étaient différents, ou ce qui expliquait la position d'interlocuteurs qui ont une position différente de celle que vous avez, alors une grande partie du potentiel de déflagration que comportent ces différences, leur frottement, leur coexistence, leur cohabitation, je ne dis pas disparaît, mais une grande partie du chemin est fait, et en tout cas, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Côté en matière d'environnement, il n'y a pas d'autre solution qu'une solution coopérative plan international. Le système international tel qu'il est constitué aujourd'hui est très handicapant, puisque si vous voulez de la coopération internationale, il faut en gros mettre d'accord 200 États-nations souverains, dont le principe même de la souveraineté dit qu'ils gardent la liberté d'entrer ou pas dans des accords, dans des contrats, dans des traités, dans des institutions. Quand on regarde la manière de traiter ces questions, il est probable, en tout cas c'est aussi mon expérience, qu'il faut sortir du monopole de la relation internationale entre les mains d'États-nations souverains. Il faut que d'autres, que des États interviennent, et c'est d'ailleurs ce que j'ai appelé de la politique. Dans ce monde qui ne va pas bien,
sauf que son économie va bien et que sa politique ne va pas bien, que je viens de décrire. Quid des grandes tendances, des grandes forces pour ce qui concerne le secteur qui est le vôtre. Je prendrai une approche économique, donc en gros, la demande et l'offre. Si on regarde les forces, les dynamiques de l'offre agricole, de la demande agricole dans la décennie ou les décennies qui viennent, je vois en gros 4 grosses masses qui probablement détermineront le cours de l'évolution de la demande. La première, c'est l'évolution de la classe moyenne. Enfin, disons 3. L'évolution de la classe moyenne et la transition nutritionnelle que ceci implique. La montée de la volonté de précaution. Et enfin, évidemment, les questions environnementales, ou en tout cas la sensibilité des consommateurs à l'égard de questions environnementales. Pour l'offre, en gros, un problème de raréfaction de la Terre, non pas qu'il n'y ait pas assez de terre sur cette planète pour nourrir 9 milliards d'humains, mais parce que, de plus en plus, une partie des bonnes terres sont mangées par l'urbanisation. Je parlais d'ailleurs tout à l'heure des conflits entre l'économie et la politique. En Chine ou en Inde, il y a tous les jours, on ne voit pas forcément dans la presse occidentale, des émeutes, des drames, parce qu'on prend des terres à des gens qui vivent dessus pour mettre des usines, des logements, des tours. Ce conflit, qu'on constate aujourd'hui moins sur d'autres continents, est une des raisons d'un certain nombre de tensions dans les pays asiatiques. Évidemment, l'impact du changement climatique sur la réallocation du climat et des facteurs de production dans les différents continents. Il y a là-dessus des simulations diverses. Il y en a d'ailleurs tellement, en tout cas de ce que je peux en voir, que je ne sais pas très bien à quoi en conclure, si ce n'est que ça va changer beaucoup. La question derrière tout ça, et notamment pour vous, et je n'ai pas de réponse à cette question, parce que je n'ai pas assez travaillé ni réfléchi, c'est de savoir si tout ça, ça va être du plus global ou du plus local. Ce que je sais, en tout cas, c'est que s'il y a un prix du carbone implicite ou explicite, ceci conduira à une réallocation des facteurs de production agricole. Il est vrai aussi que la négociation agricole à l'OMC est bloquée. C'est une négociation qui, en gros, visait à ce que les pays riches réduisent leurs subventions et à ce que les pays pauvres réduisent leurs protections tarifaires. C'est une négociation qui est bloquée. Elle est bloquée tout simplement parce que les États-Unis ont décidé de la bloquer. Il se trouve que le dernier en version du Farm Bill américain, celle qu'ils sont en train d'appliquer pour un certain nombre d'années, est incompatible avec le deal qui était sur la table en 2008, et que les Américains savent parfaitement que du jour où la négociation agricole reprendrait, elle reprendrait au dernier état de la négociation de 2008, et ils savent parfaitement que ce jour-là, l'incompatibilité complète entre ce qui était quasiment agréé en 2008 et leur Farm Bill actuel éclaterait aux yeux, et par conséquent, pour des raisons tactiques, ils font tout ce qu'il faut pour que ceci n'apparaisse pas. C'est un peu compliqué, mais c'est exactement la raison sur le fond, et donc je ne pense pas que ce soit M. Trump qui, à aucun moment, fera quoi que ce soit pour relancer cette négociation.